Yaurana Anege. On parle aujourd'hui d'une maladie que beaucoup pensaient disparue, mais qui circule encore chez nous, la filariose. Accompagnée de la notésine, peut-être que ça va vous rendre un peu nostalgique, puisqu'on le prenait au travail ou dans mon cas à l'école. La POD, la prise observée directe, pour en parler, on reçoit sur notre plateau le Centre des maladies infectieuses et tropicales avec le médecin responsable Totelam Nguyen Yarana. Yorana. Et nous avons Laurence Rocha-Stettler, qui est médecin de la direction de la santé Yarana. Johanna. On va comprendre comment fonctionne la filariose, pourquoi elle est encore là et surtout comment s'en protéger. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. D'après les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, plus de 657 millions de personnes dans 39 pays sont exposées à un risque de filariose lymphatique et nécessitent une chimioprévention pour endiguer la propagation de ce parasite. En 2018, 52 millions de personnes avaient été infectées, ce qui représente une baisse de 74% depuis le début du programme mondial pour l'élimination de la filariose lymphatique en 2000. Donc c'est une belle avancée, mais on peut aller encore plus loin. La maladie reste présente encore aujourd'hui, alors continuons de lutter et d'informer la population. Justement, pour commencer et pour bien poser le cadre, Totelam, qu'est-ce que la filariose lymphatique ? Eh bien, c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire une maladie dont la transmission est assurée par un vecteur, en l'occurrence un moustique très particulier. Et c'est une maladie donc, qui touche le réseau lymphatique, parce que le moustique transmet les vers, on appelle des filaires, des microfilaires, et ces vers, en fait, se logent dans les vaisseaux lymphatiques et détruisent les vaisseaux lymphatiques et entraînent des conséquences tardives qui sont très handicapantes. Alors, j'exagère toujours dans les exemples, vous me connaissez, mais si, par exemple, transmissible par moustique, donc si chez moi, j'ai pas de moustique, je n'ai aucun risque ? En l'absolu, oui. Si tu peux te protéger à 100% depuis que le moustique, tu n'attraperas jamais la filariose. En pratique, ce n'est pas vrai parce que personne ne peut se protéger à 100% depuis que le moustique. Donc du coup, vu que le rayon de vol du moustique, surtout pour le Aedes polynésiensis, celui qui transmet la filariose, est de l'ordre de 50 à 100 mètres, ça dépend s'il y a du vent ou pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y a aucun moustique dans un rayon de cette distance-là autour de la maison, ce qui n'est pas évident. Donc, être vigilant, justement, Laurence, la filariose, c'est une maladie ancienne ou toujours bien actuelle dans les différentes consultations que les médecins peuvent avoir. C'était, à une certaine époque, présent, puis plus tant que ça, et ça revient au goût du jour aujourd'hui. Oui, alors absolument. Donc la filariose n'a jamais quitté, n'a jamais été éliminée en Polynésie. Elle est toujours là, elle circule. Et on a effectivement un certain nombre de patients en consultation qu'on suit pour des symptômes de filariose. Et puis, on a vu effectivement en 2023 une augmentation des cas, notamment sur l'île de Moorea, ce qui nous a interrogés sur la reprise de ce qu'on appelle la POD, donc la distribution de médicaments en prise observée directe. Et là, on vient de terminer donc une seconde campagne sur Moorea à la fin du mois de novembre. Donc oui, pour répondre à la question, la filariose a toujours été là, mais on voit ces dernières années une augmentation des cas sur certaines îles. La dernière fois que j'ai vu une publicité là-dessus, alors ça c'est mon cas personnel, je crois que c'était en 2017, puis plus rien, comme si la POD avait été arrêtée, la notésine, on n'en entendait plus parler à l'école ou au travail. Et puis voilà, comme tu disais, 2023, recrudescence. On va essayer de comprendre comment fonctionne la filariose et surtout le parasite. Comment est-ce qu'il agit une fois dans le corps humain, Totelam ? Sans rentrer dans les détails, si tu veux, le parasite entre le corps du moustique, enfin, au moment où il prélève le parasite chez quelqu'un qui est malade, il rentre dans le corps du moustique, il subit plusieurs transformations et après il est réinjecté dans le corps de quelqu'un qui a été piqué par le moustique infecté. Une fois qu'il rentre dedans, il se transforme encore, il y a différents mus, d'accord ? Il devient des vers adultes et il s'accouple, il se loge dans le système lymphatique, il bouche le système lymphatique, il peut entraîner des dégâts et les dégâts se traduisent
soit par des manifestations aiguës avec des lymphangites, des manifestations des traînées rouges douloureuses, parfois avec la fièvre, ou alors plus tard avec des formations, notamment au niveau du sexe. Chez l'homme, ça donne des hydrocèles, c'est-à-dire des gonflements au niveau des testicules, ou alors les lymphédèmes, des jambes qui sont gonflées, en général d'un côté. Et lorsque on arrive dans les stades un peu plus avancés encore, la peau commence à s'épaissir, se transformer, surinfecter avec beaucoup de bactéries, de champignons, etc. Et on aboutit au stade qu'on appelle éléphantiasis, c'est comme une patte d'éléphant. Et là, c'est très handicapant. Voilà. Tout ça, c'est l'évolution normale de la filariose. Je rappelle quand même que pendant longtemps, chez quelqu'un qui est infecté par ce parasite, il n'y a absolument aucun symptôme. C'est ça le problème. C'était ça ma prochaine question, Laurent. C'est finalement une seule piqûre peut suffire ou est-ce qu'on tombe systématiquement malade après une piqûre ou non, il y a quand même un pourcentage de chances que l'on tombe malade ou pas? Alors, une piqûre ne suffit pas. On considère qu'il faut avoir vécu au moins 3 mois dans une zone où le moustique qui transmet la maladie est présent. Donc, ça sous-entend plusieurs centaines de piqûres pour que l'infection puisse se développer. Mais le fait qu'on soit sur une île, la proximité avec les gens, tout ça favorise justement la circulation de ce parasite et la circulation de la maladie? Alors, la maladie, donc la circulation de la maladie est favorisée là où les concentrations de personnes sont importantes. Comme l'a dit le docteur Lam, le moustique a un périmètre de vol d'environ 50 à 100 mètres. Donc, c'est clair que plus une zone est densément peuplée, plus le risque de transmission de la maladie est important. Ce qui m'étonne, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, hein, tu l'as bien souligné, il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup moins de cas de filariose. Et puis là, aujourd'hui, il y a une recrudescence. Toi, tu es là, dans ma logique, après je peux me tromper, mais dans ma logique, c'est que si tout le monde prend la notésine comme c'était le cas à l'école, au fur et à mesure, on élimine les potentiels clusters. Finalement, pourquoi est-ce que c'est revenu? Ça veut dire qu'il y a eu des endroits où la maladie est un peu cachée, on va dire? Non, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. On a observé ça dans le passé, dans les années 50, 60, 70, 80. C'est un peu complexe. Disons que, si tu veux, si tout le monde prend la notésine, pour ne citer que ça, mais actuellement on utilise d'autres molécules en même temps que la notésine, si on prend suffisamment longtemps de traitement communautaire de façon périodique, on arrive à contrôler la propagation de l'infection. Pour éradiquer ou éliminer totalement le parasite, pour l'instant, nous ne disposons pas d'armes ou d'outils thérapeutiques pour le faire. D'autre part, sans rentrer dans les détails encore une fois, il y a des particularités entomologiques entre l'adaptation du parasite et le moustique, et notamment dans notre situation ici en Polynésie et dans le Pacifique Sud, notamment dans les pays qui sont proches de nous, Fidji, moins, mais Samoa surtout. Nos cousins du Pacifique. Voilà. Ils ont le même vecteur et c'est beaucoup plus compliqué d'éradiquer la filariose avec ce type de vecteur, ce type de moustique, que les moustiques qui transmettent la filariose ailleurs dans le monde. Donc il y a une petite différence entre la filariose qui circule en Polynésie et dans le Pacifique Sud et la filariose qui circule ailleurs dans le monde, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Oui, c'est pas tout à fait le même parasite. Finalement, même si par miracle on réussissait dans la Polynésie française à éliminer totalement la maladie et le parasite, il suffirait d'un voyage par quelqu'un et qui prendrait la maladie dans d'autres îles pour revenir, pour relancer finalement. Oui, en fait, je ne pense pas qu'on puisse éradiquer avec les armes qu'on dispose actuellement. Oui, mais la réintroduction, oui, est toujours possible avec des gens qui sont infectés, qui peuvent disséminer. Théoriquement, c'est possible. Le problème, si tu veux, c'est que la filariose lymphatique subpériodique, c'est la variété qui existe ici, n'est jamais aussi efficace dans sa transmission lorsqu'on s'approche de son élimination. Et ça, c'est un phénomène un peu compliqué d'expliquer comme ça. Mais si on avait des collègues entomologistes, ils expliqueraient très bien ce truc-là. Ça s'appelle le rendement parasitaire. Mais bon, voilà. La difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, plus on s'approche de l'élimination, plus le parasite devient efficace dans sa propagation.
Et c'est ça qui nous pose problème. Et puis il y a aussi le fait que les personnes, le relâchement des gestes de prévention et la baisse de participation, Laurence, aux campagnes, ça peut aussi expliquer une forme de persistance de la maladie? Oui, alors oui, parce qu'on sait que, comme l'a dit le docteur Lam, on n'arrive pas à traiter tout le monde. Il reste toujours des poches de personnes qui n'ont pas pris les médicaments lors d'une campagne. Ensuite, il y a différents facteurs à ça, hein. Il y a parfois un facteur d'accessibilité aux endroits où sont distribués les médicaments. Il y a aussi des craintes par rapport aux effets indésirables du traitement. Il y a des décisions plus personnelles, mais oui, alors de manière générale, dans les dernières campagnes, l'adhésion de la population était bonne, mais on a toujours effectivement des difficultés à atteindre tout le monde. À savoir que le seuil de l'OMS est de 65%, donc quand on fait une campagne de distribution de masse de médicaments contre la filariose, on devrait atteindre au moins 65% de la population pour que la campagne soit considérée comme efficace. Toi, t'es là, une réaction? Oui, en fait, c'est un avis très personnel, mais pour avoir travaillé pas mal sur le terrain, dans différentes pathologies, je me suis aperçu en fait que lorsqu'on fait des distributions de masse comme ça, que ce soit une chimioprévention, des chimioprophylaxies communautaires, tout ça, le pourcentage, il y a une fraction de personnes qui ne sont pas touchées, comme disait Laurence, pour diverses raisons. Mais on s'est aperçu qu'en fait, le pourcentage des gens infectés ou concernés par le problème dans cette population non touchée est plus élevé que dans la population qu'on touche. Okay. C'est un phénomène assez constant. L'intensité peut varier, mais c'est l'impression que j'ai, après toutes ces années-là, de mener des enquêtes. Et donc, en fait, comme si on touche plus facilement les gens qui sont moins concernés que les gens qui sont plus concernés. C'est ça qui nous pose le problème au niveau de santé publique. Comment faire pour toucher ces gens-là alors que c'est eux qu'on a des difficultés pour accéder pour diverses raisons, qui sont plus ou moins liées aussi à la pathologie, je pense. Mais bon, ça, c'est un avis tout à fait personnel. Si on parle des personnes à risque, bon, on ne va pas parler de zones, puisqu'on sait qu'il y a eu une recrudescence qui a commencé à Moorea. Laurence, est-ce qu'il y a des zones ou plutôt des lieux qui sont un peu plus à risque, comme par exemple les écoles, où il y a beaucoup d'enfants? Donc là, la contamination peut se faire plus facilement, ou dans les endroits très fréquentés. Est-ce que ce sont des zones sur lesquelles il faudrait faire attention particulièrement? Oui, alors on sait qu'il y a des zones historiquement plus touchées, quelle que soit l'île. Tu évoques Moorea, mais ça peut être ailleurs, en lien avec différents facteurs. Ça peut être des zones proches de lieux marécageux, ça peut être des zones un peu plus reculées au sein de certaines vallées. Donc oui, il y a des zones qui sont un peu plus, qui sont plus touchées. Et comme le disait le docteur Nguyen, c'est vrai que c'est parfois plus difficile d'accéder à ces régions. Alors, on a parlé de toute cette propagation, de cette maladie, de la réintroduction des maladies, mais on va revenir un petit peu sur la filariose, parce que bon, peut-être qu'on vit dans des zones où il y a cette réintroduction. Les symptômes, finalement, toi, t'es là, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi? Quand on a la maladie, ça va être quoi les symptômes? Rien, justement. La plupart des patients qui sont infectés par ce parasite, dans un grand nombre de cas, n'ont rien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se soignent pas, parce que ça ne donne aucun symptôme. C'est qu'après, au bout d'un certain nombre d'années d'infection chronique, on aboutit à des dégâts au niveau scrotal, au niveau des jambes, au niveau des bras, parce que ça peut toucher les membres supérieurs comme les membres inférieurs. Donc voilà, moi je dirais que le problème, c'est que la maladie n'est pas perçue par les patients qui sont touchés, sauf dans les stades déjà avancés. Okay. Alors que dans les stades avancés, pour revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué que si on traite les gens en stade asymptomatique. Mais pour le savoir, il faut faire des tests, sinon on ne peut pas savoir qu'on est infecté. Et le fait qu'on soit asymptomatique, je suppose que ça doit rendre encore plus difficile le diagnostic et le fait de pouvoir visualiser la maladie dans certaines zones, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, c'est un des messages quand on fait les campagnes de distribution de médicaments, c'est de dire c'est pas parce que on ne sent rien, c'est pas parce qu'on a l'impression d'être en bonne santé qu'on n'est pas infecté. Ça, c'est vrai que c'est un facteur important. Les campagnes de distribution sont destinées à tout le monde, même si on a l'impression d'être en bonne santé et de ne pas être infecté. Les conséquences, si on
n'écoute pas forcément, qu'on ne correspond pas finalement à la prévention, qu'on ne participe pas à la prise observée directe, donc la POD, c'est, tu nous disais tout à l'heure, Totelam, l'éléphantiasis, donc qui est une conséquence, qui n'est pas une maladie à part entière, mais c'est une conséquence. Ça peut toucher tout le corps. Tout à l'heure, tu nous parlais chez les garçons de la partie génitale, mais ça peut toucher la main, le pied ou partout ailleurs? Oui, ça touche les membres supérieurs. Tu as des lymphœdèmes, il y a des avant-bras qui sont gonflés, ou parfois jusqu'au bras, mais en général les avant-bras, ou les jambes, oui. Je disais tout à l'heure, chez l'homme, oui, ça se voit avec l'hydrocèle, donc les gonflements au niveau des testicules. Chez les femmes, on peut aussi avoir ça, mais c'est beaucoup plus rare. Moi, j'en ai pas vu cliniquement depuis que je suis ici. Des gonflements de testicules chez... Non, c'est pas chez les femmes, ça va être autre chose. Des lèvres, les grandes lèvres, etc. Au niveau génital, hein. Bien sûr, pas testiculaire. Bien sûr. Mais disons que c'est plus visible chez l'homme parce qu'à cause des testicules, donc, il y a des épanchements énormes au niveau de la poche de la vaginale. Enfin, c'est une paroi au niveau testiculaire, hein, la vaginale, ça n'a rien à voir avec la femme. Donc, voilà. Disons que chez l'homme, c'est beaucoup plus visible. Mais ça peut toucher aussi la partie génitale chez la femme. C'est plus rare. Moi, j'en ai pas beaucoup vu. Et cette partie-là, est-ce que on peut la traiter si on a C'est difficile, c'est très difficile. Pour l'hydrocèle, tu dois avoir recours à des chirurgies pour faire face à ça. Mais pour le lymphœdème et pour l'éléphantiasis, c'est très compliqué. La chirurgie n'est pas une bonne solution puisque dans la plupart du temps, les tissus sont déjà mal vascularisés, mal défendus parce que le réseau lymphatique est perturbé. Or, le réseau lymphatique est nécessaire pour la défense immunitaire. Et donc, opérer ces personnes-là les expose plus à des problèmes de cicatrisation, de surinfection, etc., plus qu'autre chose. Mais parfois on est obligé, ou parfois il y a des indications d'opérer ou parfois d'amputation, mais bon. On n'ampute pas quelqu'un parce qu'il a la filariose lymphatique non plus. Donc, c'est au cas par cas qu'il faut discuter. Et pour éviter d'en arriver là, il y a la prise observée directe, la POD, on en a parlé, la notésine, on en parle encore. C'est essentiel aujourd'hui, Laurence, que tout le monde puisse jouer le jeu pour éviter d'arriver à ce genre de cas? Oui, c'est important. C'est le principe d'ailleurs de la distribution de masse, c'est qu'on arrive avec, donc tu parlais de la notésine, mais effectivement, il y a encore 2 autres molécules dans ce qui est donné. Donc c'est essentiel que tout le monde prenne. Un des buts donc de la campagne de masse, c'est de diminuer le nombre de microfilaires dans le sang de la population et empêcher que l'infection puisse se transmettre. Vu que dès le moment où il n'y a plus de microfilaires dans le corps, le moustique ne peut plus transmettre l'infection. Il y a des campagnes de POD, de prise observée directe, de notésine, mais par exemple, Laurence, si en cas de doute, je sais que il y a quelqu'un de ma famille, par exemple, qui a pu avoir la maladie, ça a été vraiment diagnostiqué, je sais que j'ai traîné beaucoup de temps avec cette personne-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me dirige vers mon toté et que je lui en parle, ou est-ce que je vais directement vers des services de la direction de la santé? Non, alors effectivement, il faut en parler avec son médecin généraliste, il y a des tests sanguins pour poser le diagnostic, il y a des marqueurs indirects déjà dans des prises de sang que l'on fait de manière, dans des prises de sang relativement fréquentes. Et après, on peut pousser un peu plus loin les investigations et aller rechercher vraiment des marqueurs de la maladie dans le sang. Et toi, t'es là, on en parlait en début d'émission. Là, on parle de maladie depuis le début, mais au tout début, on parlait du moustique, qui est le vecteur principal de cette maladie. Donc, éviter la propagation du moustique fait partie des choses essentielles à faire. Oui, mais ça relève de la lutte entomologique. Il y a différentes méthodes qui sont assez innovantes en ce moment sur lesquelles travaille l'Institut Malardet actuellement avec des collègues entomologistes. Oui, je pense que lutter contre la filariose lymphatique, il y a 2 versants. D'abord, la chimioprophylaxie dans la population concernée et limiter la propagation du vecteur. Donc la campagne de POD et à ce sujet-là, je voudrais attirer une attention parce que je vois même chez mes confrères, il y a des confusions. Le traitement communautaire, qu'on appelle le traitement de masse, qu'on donne périodiquement, a un seul objectif, c'est de baisser la densité parasitaire dans la population pour empêcher autant que possible la propagation. Tandis que le traitement des personnes qui sont infectées ne suit pas le même protocole. C'est un autre protocole. Là, c'est le traitement de la maladie, de l'infection. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, voilà. Donc, le traitement communautaire, ça vise à baisser la densité parasitaire. Le traitement
des personnes infectées, c'est beaucoup plus régulier. Des fois, on fait appel à d'autres molécules. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. De toute façon, en cas de doute, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous rapprochez des professionnels de santé. La filariose, ce n'est pas une fatalité. Se protéger, se faire dépister, participer aux campagnes de prise observée directe, c'est protéger son corps, sa communauté, son village, voire son île. Si elle a pu s'évanouir, j'ai envie de dire, une première fois, elle peut tomber une seconde fois. À nous de jouer le jeu de la prise observée directe. J'en ai parlé tout au long de l'émission, mais pour finir, Toté Henri-Pierre Mallet de la race vous donnera plus de détails, attention, sur les données autour de la filariose. C'est tout de suite en images dans vos questions express. Yaorana, je suis le docteur Henri-Pierre Mallet, responsable du bureau de veille sanitaire et d'observation de la santé au sein de l'ARAS, Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. L'ARAS et son bureau de veille sanitaire est chargé de collecter les maladies à déclaration obligatoire dans l'ensemble. La filariose est une maladie à déclaration obligatoire en Polynésie car c'est un fléau ancien et donc nous recevons des déclarations émanant des médecins ou des laboratoires. Pour autant, ce n'est pas forcément l'ensemble des cas qui nous sont rapportés, mais nous colligeons donc ces cas et nous suivons l'évolution dans le temps et sur les différents territoires. Ainsi, nous savons qu'actuellement, on a une 60aine de cas qui nous sont rapportés tous les ans, répartis dans différents territoires. Ces cas, en fait, sont diagnostiqués par des prises de sang qui sont faites soit un petit peu au hasard, soit parce qu'ils étaient en contact avec des cas dans l'entourage, donc on fait ce qu'on appelle du dépistage autour des cas, soit parce qu'ils ont des signes, mais ce qui est relativement rare, les personnes qui montrent des signes de filariose que vous connaissez, qui sont d'abord les ganglions ou un membre enflé, et puis dans le plus extrême des cas, ça peut être les fameux éléphantiasis ou les formes comme ça, on en a très peu, heureusement, on a peut-être 4 ou 5 cas de ce type-là qui sont rapportés par an. Et lorsque ce cas est rapporté, il sera pris en charge en termes de traitement. Il y a un traitement qui est assez facile dès lors qu'on a fait le diagnostic. Donc effectivement, historiquement et actuellement aussi, parce qu'on le voit donc, dans les cas qui nous sont rapportés, on sait que la maladie circule plus dans certaines îles. C'est lié en particulier au contexte de l'île. Le moustique qui transmet, plutôt un moustique dit de campagne, donc qui va proliférer dans les vallées, dans les zones rurales plutôt que urbaines. Ce qui fait que classiquement, ce sont les îles Souvans et en particulier Huayné, maintenant Taha, qui sont concernées. Plus récemment, Moorea, malheureusement, a enregistré plusieurs cas. Et puis encore plus récemment, nous avons maintenant quelques cas sur Tahiti, alors qu'ils sont peut-être des cas importés, mais on surveille cela de près parce qu'il est possible qu'il y ait une reprise de la transmission sur Tahiti. Également, historiquement, nous avons toujours quelques cas sur les Marquises, Hivaoa, Tawata, où il y a un petit foyer. Donc c'est vraiment des zones de foyer comme cela, où l'on sait qu'il y a une transmission qui perdure. C'est pour ça, souvenez-vous, que l'on fait régulièrement des campagnes de distribution de masse, mais que on arrête après avoir l'impression d'avoir éliminé. Malheureusement, ça peut revenir et vous savez qu'on a dû reprendre les campagnes, en particulier à Moorea. La filariose est extrêmement ancienne en Polynésie, malheureusement on le sait. Alors elle a quand même très nettement diminué ces dernières décennies et depuis le siècle dernier en particulier. Pour autant, dans la toute dernière décennie, on a, après l'arrêt des distributions, on a marqué une diminution très forte après l'arrêt des distributions de masse, mais il y a une reprise récente, comme je le disais tout à l'heure, il y a une reprise sur les îles Souvans. Huayné n'a jamais été totalement indemne. Il y a eu donc une reprise sur Moorea, et en particulier sur les habitats plus en fond de vallée ou très ruraux, et peut-être maintenant Tahiti. Globalement, encore une fois, on note une 60aine de cas par an. Ça ne va pas en diminuant malheureusement. Pour la filariose, si vous avez besoin de vous renseigner, il y a un site de prédilection, c'est celui-là. service-public.pf/dsp pour la direction de la santé publique. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Qu'est-ce que la filariose lymphatique? Bon, on en a parlé lors de cette émission, mais peut-être que vous venez d'arriver sur notre émission. Quels sont les symptômes? Quels sont les soins liés à la maladie? Comment la diagnostiquer, la traiter? Qui contacter? Ou encore,
les objectifs, les résultats, les actions contre la filariose, du plan de lutte de l'OMS à la campagne annuelle aux mesures de protection individuelle et collective. Voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Totelam Aururu. d'avoir été présent et merci beaucoup Laurence, toi aussi d'avoir été présente aujourd'hui sur notre émission. La filariose, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Prenez soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table. N'oubliez pas à 18h votre V à Tahiti. Maururu itotato faririra. Trahoma. Bonne soirée.